Vous avez 10 minutes. Merci, monsieur le modérateur, de nous passer la parole. Merci aux congressistes et aux élèves présents dans cette salle aujourd'hui. Nous sommes le docteur Sambou Nafissatou et il nous a été demandé de présenter aujourd'hui la place de la réadaptation cardiaque chez les patients atteints d'alvéopathie latérale des membres inférieurs en 2026. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation et nous allons suivre le plan ci-après. Pour commencer, nous allons essayer de comprendre la cléopathie latérale des membres inférieurs et ses complications cardiovasculaires en la définissant comme étant une obstruction artérielle des membres inférieurs d'origine athéroscléreuse entraînant une restriction de la perfusion musculaire responsable des douleurs et des complications ischémiques. C'est un enjeu majeur de santé publique de par la prévalence croissante et surtout sous-estimée dans notre contexte. Africains et Camerounais, les priorités sont d'améliorer l'accès aux soins, le dépistage précoce et l'éducation sanitaire afin d'adapter les stratégies thérapeutiques. En termes d'épidémiologie, la cléopathie latérale des membres inférieurs représente à peu près 230 millions de cas à travers le monde, surtout dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. En Afrique, 11 à 20% des patients atteints d'AONI ont plus de 65 ans. Et au Cameroun, une étude faite à l'hôpital général de Douala a permis de montrer que 15% des patients diabétiques étaient porteurs de la cléopathie latérale des membres inférieurs. Sur le plan physiopathologique, nous allons simplement dire que l'inflammation endothéliale due au dépôt lipidique et à la formation des plaques vont rigidifier les artères et altérer la qualité de la circulation. Conséquence donc d'une ischémie tissulaire qui va augmenter le risque d'infarctus et d'accident vasculaire. Les facteurs de risque les plus retrouvés chez nos patients, c'est le tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète. Et sur le plan clinique, nous avons comme manifestation la claudication intermittente, les douleurs musculaires et à un stade avancé, une ischémie critique. Le diagnostic est posé par l'IPS, l'écho-doppler cardiaque, l'écho-doppler, autant pour moi, vasculaire des membres artériels qui va permettre de quantifier les sténoses et l'angioscanner ou l'angiographie lorsqu'on veut un examen un peu plus poussé. La classification de Leury et Fontaine ici va permettre d'évaluer la gravité des lésions chez ces patients selon les 4 stades que nous connaissons tous, allant de l'absence des symptômes au grade 1 à l'ischémie critique au stade 4. Cette classification va permettre d'adapter le traitement selon la gravité des stades chez nos patients. La cléopathie latérale des membres inférieurs à ce site fâcheux qui va entraîner à travers une surcharge cardiaque, l'augmentation de la post-charge et donc une insuffisance cardiaque chez nos patients. La dysfonction endothéliale, comme nous l'avons vu plus haut, va être responsable de la majoration des complications cardiovasculaires et des troubles du rythme. D'où l'importance d'évaluer de façon précise ces patients pour une prise en charge et permettant dans la réduction de la mortalité. L'objectif et le fondement de la réadaptation cardiaque chez ces patients, eh bien, ça va permettre d'optimiser la récupération fonctionnelle en améliorant la tolérance à l'effort de nos patients. Ça va également permettre de réduire la morbidité chez nos patients en augmentant leur suivi, et ceci à travers une approche multicentrique englobant le réentraînement à l'effort, l'éducation thérapeutique et le soutien psychosocial. Quelles sont les indications de la réadaptation cardiaque chez les alvéopathes? Ce sont les patients stade 2 et 3 de Leury et Fontaine. Ce sont ces patients qui ont été revascularisés. Et c'est également ces patients atteints d'AONI avec les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont non contrôlés. Je tiens ici à préciser que la prescription de la réadaptation doit considérer la sévérité de l'ischémie, les comorbidités et la tolérance de l'exercice chez nos patients. Sur le plan scientifique,
Il est question dans un premier temps, au même titre que l'insuffisance cardiaque et le syndrome coronarien qu'on a vu, d'une évaluation personnalisée de ces patients en vue d'adapter les prescriptions des exercices physiques, en plus de permettre également une meilleure gestion des facteurs de risque cardiovasculaire et une éducation thérapeutique qui va permettre l'adhésion au programme et améliorer les résultats chez nos patients. Les protocoles de réadaptation qu'on utilise assez souvent, c'est la marche intermittente contrôlée qui améliore la distance de marche sans douleur chez nos patients. C'est l'entraînement en endurance qui va également renforcer la fonction vasculaire de nos patients et le renforcement et la souplesse qui optimise la mobilité en réduisant les blessures de nos patients. Tout ça dans un encadrement sécurisé pour assurer une bonne adhésion au protocole de service. Le suivi médical et la gestion des comorbidités chez nos patients passe par une surveillance cardiologique en vue de réadapter et d'ajuster au fur et à mesure les différents traitements que nos patients prennent, antidiabétiques, antihypertenseurs, toujours dans une approche multidisciplinaire en associant les diabétologues et les autres spécialités. L'éducation thérapeutique pierre angulaire en réadaptation cardiaque va permettre de sensibiliser sur les facteurs de risque cardiovasculaire, l'importance de l'adhésion médicamenteuse chez nos patients, et également des ateliers et des suivis personnalisés chez d'autres patients. On sert également de nutritionniste qui va permettre de mieux les outiller sur le plan alimentaire. Les bénéfices dont les résultats de cette réadaptation cardiaque chez l'haltéropathe permettent dans un premier temps une amélioration des capacités fonctionnelles chez nos patients de l'ordre de 30 à 50% au bout de 12 semaines de réadaptation, ce qui n'est pas négligeable, une meilleure tolérance à l'effort et l'endurance musculaire qui va ici permettre d'améliorer la qualité vasculaire et contribuant ainsi au succès fonctionnel. Toujours en termes de bénéfices, on a sur le plan cardiovasculaire une diminution significative du risque d'événements cardiovasculaires de 20 à 35%, une meilleure gestion des facteurs de risque, une amélioration de la fonction endothéliale et une meilleure adhésion au traitement à travers l'éducation thérapeutique. La qualité de vie n'est pas en reste, elle est significativement améliorée en réduisant la douleur et le bien-être de nos patients et une meilleure insertion sur le plan socio-professionnel. Nous allons finir nos propos en présentant une étude qui a été faite à l'hôpital général de Yaoundé en fin d'année dernière et qui a été publiée dans l'annale de cardiologie et d'angiologie par notre consoeur, le docteur Valérie Togo. C'était une étude prospective, quasi expérimentale, faite à l'hôpital général chez les patients atteints d'haltéropathie orbitérante des membres inférieurs. Et l'objectif chez ces patients était d'évaluer l'effet d'un processus supervisé de réadaptation cardiaque sur la marche, les paramètres hémodynamiques, l'état anxio-dépressif et la qualité de vie chez ces patients. Eh bien, on a pu sélectionner 13 patients et on leur a programmé une vingtaine de séances étalées sur 7 semaines où on leur a proposé du réentraînement physique à l'effort, de l'éducation thérapeutique, un soutien psychologique. Les résultats obtenus chez nos patients font état de 13 patients en âge moyen de 57 ans. L'hypertension artérielle était le facteur de risque le plus retrouvé suivi du diabète. Ce qui est intéressant ici, c'est les résultats obtenus à la marche. On remarque ici que le temps de marche sans douleur a été amélioré de plus 3 minutes, la distance sans douleur de 130 mètres, le temps de marche maximum de 6 minutes et la distance de marche de 308 minutes. Comme on peut le voir sur le tableau, avec un P statistiquement significatif. Même chose pour les paramètres hémodynamiques. On note ici une baisse significative de la pression artérielle systolique entre 19 et 20 mm de mercure, une perte de poids d'environ 5 kg chez nos patients et même une fréquence cardiaque qui est descendue à moins 7 battements par minute.
La qualité de vie a été améliorée chez nos patients, perçue avec une réduction de l'anxiété et de la dépression. Ce tableau comparatif ici, là, c'est pour mieux apprécier les résultats avant et après intervention de la réadaptation cardiaque. Et on voit ici clairement, en ce qui concerne la distance de marche, la distance maximum, la pression artérielle, on a quand même une baisse significative de ces paramètres. Dans les points clés de notre étude, c'est clairement qu'on a eu une amélioration, la réadaptation a permis d'améliorer la marche, les paramètres hémodynamiques, l'anxiété et la qualité de vie. Le seul petit bémol ici, c'était la petitesse de notre échantillon qui nécessite d'autres essais randomisés. Et on sort quand même avec des recommandations qui voudraient qu'on optimise l'accès à la réadaptation cardiaque au Cameroun, qu'on intègre d'autres modalités d'exercice et la télé-réadaptation. Et enfin, un suivi longitudinal pour évaluer les effets au long terme. En guise de conclusion, nous allons dire que la réadaptation cardiaque est une clé pour améliorer la vie de nos haltéropathes selon une approche multidisciplinaire à travers les séances d'entraînement, l'éducation thérapeutique, le soutien psychosocial. Et on a vu à travers les études que ça améliore clairement la capacité fonctionnelle à l'effort, la qualité de vie de nos malades permettant une réinsertion socio-professionnelle et une réduction significative du risque cardiovasculaire chez nos patients. Les références et nous vous remercions pour votre présentation. Merci, Dr. Fardi, pour votre présentation.